Bonjour à tous, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Alors apparemment, certaines personnes se réveillent un jour et se disent, vous savez quoi, je vais commettre plusieurs délits, impliquer un avocat qui facture $500 de l'heure, engager un faussaire de documents, et d'une manière ou d'une autre supposer que mon ou ma conjoint va simplement rester là et accepter tout ça. Parce que oui, c'est clairement un plan de vie solide. Absolument rien ne peut mal tourner. Et le meilleur dans tout ça? Le petit détail parfait, le vrai chef esquisse. Le document juridique très officiel que sa propre famille a mis en place pour protéger son argent? Eh bien oui, c'est devenu l'arme qui a détruit tout ce qu'elle avait construit. Franchement, on ne peut pas inventer ce genre d'histoire. Et là, je sais ce que vous pensez, à quel point ça peut vraiment être grave. Oh, croyez-moi, ça devient bien pire. Et ensuite, d'une certaine manière, encore mieux. Prenez ce que vous êtes en train de boire, installez-vous confortablement, parce que cette histoire a bien plus de rebondissements que vous ne l'imaginez. Ma femme infidèle a secrètement mis notre appartement à son nom avant de demander le divorce. Elle a affiché un sourire suffisant au tribunal, pensant avoir gagné avec son amant, mais j'étais prêt, et maintenant, c'est elle qui supplie. Je n'aurais jamais pensé partager cette histoire sur Reddit, mais après avoir vu le post d'un autre gars à propos de sa femme infidèle, je me suis dit que c'était le moment de raconter la mienne. Petit avertissement, c'est long, mais crois-moi, ça vaut le coup. Moi, 32 ans, je travaille dans le bâtiment depuis que j'ai quitté le lycée. J'ai commencé comme simple ouvrier, à me casser le dos à transporter des trucs et à apprendre le métier. Aujourd'hui, je suis chef de chantier, je dirige des équipes de plus de 20 gars et je gère des projets à plusieurs millions. Ce n'est pas l'argent de la Silicon Valley, mais je gagne assez pour vivre confortablement et encore avoir de quoi payer ma salle de sport et ma Dodge chargée de 69 restaurés. Ouais, je sais, cliché du mec fan de muscle car. Mais bon, chacun son hobby. Laisse-moi te décrire mon ex, Sarah. Imagine la blonde canon typique agent immobilier que tu vois sur les panneaux, à vendre, maquillage parfait, jupe crayon moulante, sourire à 1 million. C'était Sarah. On s'est rencontrés dans un bar un peu miteux quand j'avais 24 ans. J'étais là avec mon équipe après un gros chantier, encore en bottes de travail, couvert de poussière. Elle était avec ses amis de l'immobilier, venus s'encanailler pour le fun. D'une manière ou d'une autre, ne me demande pas comment, on s'est bien entendu. Peut-être parce que je n'essayais pas de l'impressionner comme tous les autres mecs. J'étais juste moi-même, un gars direct, capable de soulever 225 kilos et qui sait construire une maison. Et pour une raison ou une autre, ça lui a plu. On est sortis ensemble pendant 2 ans avant de se marier. Son père, un gros promoteur immobilier, a insisté pour un contrat prénuptial. Je m'en foutais. Je ne l'épousais pas pour l'argent de toute façon. Je l'ai signé sans vraiment le lire. Spoiler, ça va lui revenir en pleine figure plus tard. Il y a environ 3 ans, on a acheté un super appartement dans un beau quartier. 3 chambres, 2 salles de bain, un appartement d'angle avec vue sur la ville. La majeure partie de l'apport venait de l'héritage de mon grand-père. Le vieux était malin. Il me disait toujours, Michael, garde toujours de l'argent caché de ta femme. Tu ne sais jamais quand tu en auras besoin. J'aurais dû écouter davantage ses conseils, mais au moins, pour l'héritage, ça a servi. La vie était plutôt bonne pendant un moment. Je cartonnais au travail, j'ai été promu chef, j'ai commencé à bien gagner ma vie. Le business immobilier de Sarah marchait à fond. Elle se spécialisait dans les condos de luxe en centre-ville, avec de grosses commissions. On avait nos habitudes. J'allais à la salle à 5 heures du matin avant le boulot. Elle faisait du yoga ou du pilate. On se retrouvait parfois pour déjeuner quand je n'étais pas sur un chantier. Une vie de couple normale. Même nos disputes semblaient normales. Elle râlait à propos de mes horaires de sport. Moi, ça m'énervait qu'elle passe 3 heures à se préparer pour sortir. Parfois, elle disait que je pensais trop au travail ou que je ne comprenais pas son côté créatif, peu importe ce que ça veut dire. Mais rien de grave, tu vois? Rien qui me ferait penser à ce qui allait arriver ensuite. Le premier signal d'alerte est apparu il y a environ 6 mois. Sarah s'est soudainement passionnée pour des séminaires d'empowerment féminin. Un week-end sur 2, elle s'habillait en tenue business chic et partait, réseauter avec des femmes puissantes, ou je ne sais quoi. Elle parlait de se trouver elle-même, de libérer son potentiel. Avec le recul, c'est probablement laquelle a rencontré les gens qui l'ont aidé à tout planifier. Puis elle s'est mise à s'intéresser de façon bizarre au papier de notre appartement. Gens vraiment intéressés. Elle posait des questions sur l'acte de propriété, l'hypothèque, tous ces trucs juridiques chiants. Je n'y ai pas prêté attention à l'époque. Après tout, elle était agent immobilier. Les documents immobiliers, c'était son domaine. Et moi, j'étais occupé avec un énorme projet commercial. Des journées de 12 heures, à gérer plusieurs équipes, à traiter avec les inspecteurs municipaux. Je n'avais pas l'énergie de me demander pourquoi ma femme s'intéressait soudainement autant à nos options de refinancement. Les choses vraiment étranges ont commencé un soir, après que je sois rentré de la salle. J'étais encore en tenue de sport, plutôt satisfait après un nouveau record au développé couché. Sarah m'attendait sur le canapé, ordinateur ouvert, habillée comme pour le boulot, alors qu'il était genre 20 heures. Chérie, dit-elle, toute douce et innocente. J'ai regardé nos taux hypothécaires.
Je pense qu'on devrait refinancer. Sarah ne m'appelait jamais « chérie », sauf quand elle voulait quelque chose. D'habitude, c'était pour acheter un meuble hors de prix ou aller à un événement pro, mais là, c'était différent. Mon score de crédit est meilleur que le tien, continua-t-elle en me montrant des chiffres sur son ordinateur. Si on met le prêt uniquement à mon nom, on pourrait économiser 200 $ par mois. Je me souviens être resté assis là, encore en sueur après l'entraînement, avec une sensation bizarre dans le ventre. Quand j'ai demandé pourquoi mon nom ne serait plus sur l'acte, elle a balayé ça comme si ce n'était rien. Oh, on pourra te rajouter plus tard. C'est juste une formalité pour la banque. Tu me fais confiance, non? Cette dernière phrase. Cette foutue dernière phrase. C'est là que toutes les alarmes se sont déclenchées. Sarah avait toujours été directe. Cette douceur manipulatrice, ce n'était pas son style. C'est là que j'ai su que quelque chose clochait sérieusement. Mais je n'ai rien laissé paraître. 8 ans dans le bâtiment, ça t'apprend à garder un visage impassible. J'ai juste hoché la tête, dit qu'on allait y réfléchir, et je suis allé prendre une douche. Mais dans ma tête, tout s'emballait déjà. Les pièces commençaient à s'assembler. Les séminaires. Les soirées tardives. Les appels bizarres dans une autre pièce. Et c'est là que ça devient vraiment étrange. Ces séminaires d'empowerment féminin, j'ai commencé à creuser. J'ai appelé mon pote Tommy du chantier. Sa sœur est à fond là-dedans. Et il s'avère que ce n'étaient pas des ateliers classiques, girl boss. C'était des réunions exclusives sur la liberté financière, organisées par une coach douteuse nommée Jennifer. Son truc à elle? Apprendre aux femmes à sécuriser leur indépendance financière pendant un divorce. Ouais, classe. Mais à ce moment-là, je ne savais pas encore tout ça. Je continuais à faire semblant de ne rien voir, à suivre ma routine comme si tout allait bien. Réveil à 4h30 du matin, salle de sport, je bossais comme un dingue sur le chantier, puis je rentrais chez moi retrouver une femme de plus en plus distante. Mais Sarah devenait de plus en plus audacieuse. Elle rentrait de plus en plus tard après ses visites. Toujours une excuse prête. Les clients voulaient voir la maison au coucher du soleil. Les papiers ont pris plus de temps que prévu. J'ai dû réseauter avec de nouveaux clients. Un soir, elle rentre en sentant le parfum masculin, et pas n'importe lequel. Pas celui que je porte. Moi, je suis plutôt du genre Old Spice basique. Là, c'était un parfum de luxe, le genre qui coûte plus que mon budget course de la semaine. Quand j'ai fait la remarque, elle s'est immédiatement mise sur la défensive. Ça vient sûrement de la maison que je faisais visiter. Les propriétaires ont un de ces diffuseurs automatiques sophistiqués. Bien sûr, Sarah. Et moi, je suis secrètement Batman. Le vrai coup de massue est arrivé environ une semaine après cette histoire de refinancement. J'étais sur un nouveau chantier en centre-ville, en train de superviser les fondations d'un immeuble de luxe. Tommy, mon gars du béton, vient me voir, super mal à l'aise. Et, Mike, tu devrais voir ça. Il sort son téléphone et me montre une photo que sa copine a prise dans un restaurant chic appelé Le Blanc ou un truc prétentieux dans le genre. Et là, Sarah, habillée avec une robe noire moulante que je ne lui ai clairement pas achetée, assise très près d'un type en costume à 1000 $. Disons juste qu'il ne regardait pas des annonces immobilières, si tu vois ce que je veux dire. Il s'est avéré que monsieur costume de luxe s'appelait Brad Thompson, l'un des meilleurs avocats spécialisés en divorce de la ville. Un sacré personnage. Le genre de type qui met des pubs sur des panneaux avec des slogans du style « Faites payer votre ex ». Plus tard, j'ai appris qu'il facturait environ 500 $ de l'heure. Ça doit être sympa. Je n'ai pas confronté Sarah tout de suite. Rappelle-toi, je jouais sur le long terme. À la place, j'ai commencé à observer encore plus attentivement. J'ai remarqué qu'elle avait changé tous ses mots de passe. Elle a commencé à faire sa lessive séparément, probablement pour cacher l'odeur de ce parfum. Elle s'est même mise à aller à la salle de sport, mais pas la mienne. Oh non. Elle s'est inscrite dans un club de fitness hors de prix en centre-ville, juste à côté du cabinet de Brad. Très subtil, Sarah. L'histoire du refinancement de l'appartement devenait aussi de plus en plus insistante. Elle laissait, accidentellement, des documents visibles sur le plan de travail de la cuisine. Taux hypothécaires, transfert d'actes, tous ces trucs juridiques ennuyeux. Un jour, je suis rentré plus tôt du travail à cause de la pluie et je l'ai surprise au téléphone. Oui, je comprends. Non, il ne se doute de rien. Le transfert sera propre. J'ai toutes ces informations. Oui, je peux falsifier, enfin, gérer la signature. Elle a raccroché très vite en me voyant, a essayé de faire comme si elle parlait à un client, mais j'avais entendu suffisamment. J'ai appelé mon pote Jacques, l'avocat que vous allez rencontrer dans la prochaine partie, juste après. D'accord, pose ici, c'est moi. Sarah raccroche l'appel après avoir dit « Oui, je peux falsifier, enfin, je veux dire, gérer la signature ». Ici, Sarah n'était pas dans le déni. Elle savait que ce qu'elle faisait était mal. Cette autocorrection le prouve. Si elle avait vraiment cru avoir le moindre droit légitime sur cette signature, elle n'aurait pas hésité sur ce mot. Elle a hésité parce qu'au fond d'elle, elle comprenait la différence entre ce qu'elle faisait réellement et ce qu'elle se racontait pour se justifier. Et voici la vérité, la vraie, celle qui dérange. L'écart entre ce que nous savons et ce que nous nous racontons.
La plupart des gens qui font des choses vraiment terribles ne sont pas des méchants caricaturaux qui rient de leur propre cruauté. Ce sont des personnes qui sont devenues très douées pour reformuler leurs propres choix. Je mérite ça. Il s'en remettra. C'est techniquement légal si personne ne se fait prendre. Sarah était clairement engagée dans ce processus de justification depuis des mois. Mais pendant une fraction de seconde, lors de cet appel, la réalité de ce qu'elle faisait a refait surface. Falsifié. Elle savait. Elle l'a toujours su. Et c'est précisément ce qui rend tellement plus difficile d'éprouver de la compassion pour elle par la suite. Maintenant, revenons à l'auteur du post. Les semaines suivantes, c'était comme vivre dans une sorte de télé-réalité complètement tordue. Sarah se montrait adorable avec moi, alors que je savais qu'elle préparait un sale coup derrière mon dos. Elle me cuisinait mes plats préférés, me demandait comment s'était passée ma journée, et s'est même mise à s'intéresser à ma routine à la salle. Comportement classique de culpabilité. Puis est arrivé le jour où elle a lâché la bombe du refinancement. J'étais assis à regarder un match, et elle débarque toute excitée. « Chérie, super nouvelle. J'ai géré tout le refinancement. Tu n'as à t'inquiéter de rien. » Je lève les yeux de la télé, en faisant l'innocent. « Ah oui? Je devais signer quelque chose ?» Elle hésite une fraction de seconde. Je ne l'aurais pas remarqué si je n'avais pas été attentif. Non, tout s'est fait en ligne. La technologie de nos jours, incroyable, non? La semaine suivante, elle commence à parler de vendre l'appartement. Le marché est vraiment en plein boom en ce moment. On pourrait gagner gros. Tu remarques comment on est passé du refinancement à la vente en un éclair? Comme si elle avait un plan bien précis. Je continuais à jouer le jeu, mais j'avais déjà 10 coups d'avance. Jacques enquêtait sur tout, les signatures falsifiées, les documents de refinancement, la violation du contrat prénuptial. J'avais même engagé un détective privé pour suivre Sarah et Brad. Chaque centime dépensé en valait la peine. Pendant ce temps, Sarah devenait de plus en plus arrogante. Elle rentrait encore plus tard, ne prenait même plus la peine de trouver des excuses, et laissait même parfois traîner des documents du cabinet d'avocats de Brad mélangés à ses papiers immobiliers. Des papiers qui montraient, au passage, qu'elle cherchait déjà des condos de luxe, pour une seule personne. Mais voilà le truc, quand on est chef de chantier, on apprend à repérer une fondation fragile. Et le plan de Sarah? Il reposait sur la base la plus instable possible. Elle ne le savait juste pas encore. Maintenant, laisse-moi te parler de Jacques, l'homme qui s'est révélé être mon arme secrète. Jacques, ce n'est pas un avocat typique. Le mec ressemble plus à un videur qu'à un juriste. Ancien militaire, bâti comme un tank, avec une énorme cicatrice au-dessus de l'œil droit à cause de ses combats amateurs en MMA. Je l'ai rencontré à la salle de sport, d'ailleurs. Un jour, je l'ai aidé sur un développé couché, et on a commencé à discuter. Il se trouve qu'il est spécialisé en droit du divorce et en fraude. Timing parfait. Quand je lui ai montré ce que j'avais, les papiers de refinancement, les appels suspects, la photo de Sarah et Brad, il est resté silencieux un moment, en faisant craquer ses doigts avec un sourire étrange. Mike, ta femme ne prépare pas juste un divorce. Elle essaie de monter une fraude immobilière classique. Et son petit ami? Il avait déjà fait ça. Brad Thompson avait une certaine réputation. Jacques a trouvé des dossiers judiciaires scellés, ne me demande pas comment, montrant 3 autres affaires où des femmes avaient mystérieusement récupéré la propriété des maisons juste avant de demander le divorce. Toutes clientes de Brad. Même méthode à chaque fois, signature falsifiée, transfert rapide, vente éclair. Mais il y avait un détail crucial, aucune de ces propriétés n'avait de contrat prénuptial comme le nôtre. La première décision de Jacques? Engager une détective privée redoutable nommée Maria. Ancienne flic, du genre à ne se laisser marcher sur les pieds par personne. Elle a commencé à suivre Sarah et Brad, à construire un dossier solide. En une semaine, elle avait déjà assez de preuves pour les enterrer. Photo de leur rendez-vous à la salle privée de Brad, oui, c'est là que Sarah s'entraînait, vraiment. Enregistrements audio de leur déjeuner où ils parlaient du transfert de propriété. Copie de mails qu'ils pensaient supprimer, petit conseil, rien ne disparaît vraiment. Image de vidéosurveillance montrant Sarah entrant dans le bureau de Brad à des heures suspectes. Relevé bancaire prouvant qu'elle avait ouvert un compte secret et y transférait de l'argent. Mais le jackpot? Maria les a filmés dans un hôtel de luxe, en train de planifier toute l'arnaque. Vidéo HD, audio clair, tout. Sarah, en tenue chic d'agent immobilier, assise avec Brad, discutant de la vente rapide de l'appartement avant que je ne comprenne ce qui se passait. Le pire? Ils étaient incroyablement arrogants. Voici une vraie phrase de Brad, une fois que ce sera à ton nom, il ne pourra rien faire. Ces gars du bâtiment ne lisent jamais les petites lignes. Raté pour toi, Brad. Je travaille avec mes mains, mais je ne suis pas idiot. Pendant que tout ça se passait, je devais continuer à faire semblant à la maison. Sarah devenait de plus en plus audacieuse. Elle travaillait tard 3 ou 4 fois par semaine, rentrait avec des sacs de boutique hors de prix, et s'est même acheté une Mercedes. Elle m'a dit que c'était une voiture de fonction. Bien sûr. Un matin, sur le chantier, je reçois un appel de ma banque. Une employée du service fraude voulait vérifier une autorisation de transfert. Apparemment, Sarah avait essayé de déplacer tout notre compte d'épargne vers un nouveau compte à son seul nom.
Heureusement, j'avais déjà transféré la majorité de l'argent sur un compte séparé que Jacques m'avait conseillé d'ouvrir. Mais voilà où Sarah a fait une énorme erreur. Tu te souviens du contrat prénuptial que son père avait imposé? Jacques y a trouvé une clause magnifique. En cas de tentative de transfert, dissimulation ou tromperie concernant les biens matrimoniaux, la personne perd tout droit sur les biens communs ainsi que toute pension éventuelle. En gros, en essayant de voler l'appartement, Sarah a violé le contrat que son propre père avait mis en place. L'ironie est juste parfaite. Jacques montait un dossier énorme. Un classeur de presque 8 cm d'épaisseur rempli de preuves. Mais on attendait encore. Pourquoi? Parce que Sarah et Brad devenaient négligents. Plus ils se sentaient confiants, plus ils faisaient d'erreurs. Ils ont commencé à se voir ouvertement dans un bar à vin chic du centre-ville. Un de mes gars les a même surpris en train de s'embrasser dans la Porsche de Brad sur le parking. Très classe. Maria a tout documenté, Sarah entrant chez lui, leurs achats de meubles pour le condo où ils prévoyaient de vivre, même une fois où ils regardaient des bagues. Apparemment, Brad pensait changer de femme. Puis un jour, je suis à la salle en train de faire du soulevé de terre quand mon téléphone vibre. Message de Maria. Il rencontre un faussaire. Tout est filmé. Et effectivement, Sarah et Brad avaient engagé un type louche pour falsifier ma signature sur les documents de transfert de propriété. Ça leur a coûté 10 $ en liquide. Maria a tout filmé, y compris le moment où Brad explique exactement comment ils allaient déposer les documents. Le lendemain, Sarah rentre à la maison toute excitée. Chérie, tu te souviens du refinancement? C'est fait. L'appartement est sécurisé maintenant. J'ai juste hoché la tête, dit que c'était super, et je suis retourné à mon shaker de protéines. À l'intérieur, je riais comme jamais. Parce que pendant qu'elle pensait sécuriser l'appartement pour elle, elle construisait en réalité le dossier parfait contre elle-même. Jacques m'a appelé ce soir-là. Mike, on a tout ce qu'il faut. Et crois-moi, c'est magnifique. C'était un mardi matin quand tout a explosé. Je m'en souviens parce que j'étais tôt sur le chantier, en train de gérer des problèmes de livraison, 3 camions de bois de mauvaise taille, des sous-traitants qui se disputaient sur les délais, le chaos habituel du mardi. C'est là que Sarah m'envoie un message, on doit parler quand tu rentres. C'est important. Je savais ce qui arrivait. Jacques m'avait déjà prévenu. Son détective privé avait vu Sarah récupérer des documents chez Brad la veille. Mais savoir que ça arrive et le vivre vraiment, ce n'est pas la même chose. Je rentre le soir, et Sarah a pris son air sérieux. Cheveux impeccables, robe noire moulante que je n'avais jamais vue, probablement achetée avec Brad, assise à la table de la cuisine avec une enveloppe devant elle. Mike, dit-elle calmement, comme si elle allait m'annoncer un décès. Je pense qu'on doit faire des changements. Je reste debout, encore en bottes de chantier, gilet réfléchissant, couvert de poussière. Je ne dis rien. Je la laisse creuser sa propre tombe. J'ai beaucoup réfléchi, continue-t-elle, et je pense que ce mariage ne fonctionne plus. On s'est éloigné. Tu es trop concentré sur ton travail dans le bâtiment, et moi je développe vraiment ma carrière. Le culot. 8 ans ensemble, et elle agit comme si mon travail manuel était inférieur. Alors qu'en parallèle, elle planifie de me voler et de partir avec un avocat véreux déjà marié. Je pense qu'on devrait se séparer, dit-elle en faisant glisser l'enveloppe vers moi. J'ai déjà préparé les papiers. C'est très équitable. Je garde l'appartement puisqu'il est à mon nom, et toi tu gardes ton pick-up et ton matériel de sport. Quelle générosité, n'est-ce pas? Elle vole notre appartement par fraude et pense que me laisser mon Ford F-150 et quelques haltères rend ça équitable. Mais c'est là que ça devient intéressant. Elle commence à dérouler tout son plan, persuadée de m'avoir coincé. J'ai déjà mis l'appartement en vente. Il y a beaucoup d'intérêt. On peut conclure en une semaine. Une fois vendu, je te donnerai 10% du montant. C'est plus que correct vu la situation. Je la coupe, vu quelle situation? Elle tressaille. Première fois que je brise son discours. Eh bien, vu que l'appartement est à mon nom, légalement je ne suis pas obligé de te donner quoi que ce soit. Je lui ai simplement répondu, d'accord. On se verra au tribunal. Et je suis parti dormir chez un ami. L'audience a été fixée à un jeudi matin. Je me présente avec mon seul costume, celui de mon mariage, ironiquement. Coupe de cheveux fraîche, propre malgré le fait que j'étais sur le chantier depuis 5 heures du matin pour des inspections. Mon pote Jacques est déjà là. 3 énormes classeurs remplis de preuves empilées sur la table, avec un sourire comme s'il attendait Noël. Puis Sarah entre, et là, incroyable. Costume pantalon blanc de créateur, probablement plus cher que mon crédit immobilier mensuel, maquillage parfait, talons de luxe. Elle affiche un petit sourire suffisant, persuadée qu'elle va me ruiner. Brad est assis à côté d'elle, dans un costume qui hurle, je facture 500 $ de l'heure, avec l'air d'un requin qui a senti le sang. La juge, une femme d'environ 60 ans, avec des lunettes qui lui donnent un air de bibliothécaire sévère, commence l'audience. Brad se lève, sûr de lui, votre honneur, c'est une affaire simple. L'appartement est uniquement au nom de ma cliente. Monsieur n'a aucun droit légal sur ce bien. Nous sommes prêts à être généreux en lui laissant ses effets personnels et son véhicule, mais l'appartement et sa valeur reviennent clairement à madame. Je regarde Sarah. Elle sourit, déjà en train d'imaginer comment dépenser l'argent de la vente.
C'est là que Jacques se lève, et je vous jure qu'il me fait un clin d'œil. Votre honneur, avant de continuer, j'aimerais présenter des éléments concernant le transfert de propriété en question. Brad fait un geste agacé, le transfert est légal. Tous les documents ont été correctement déposés. Le sourire de Jacques s'élargit. Justement, c'est ce qui m'intéresse. Le juge acquiesce. Jacques commence à poser des photos. Et à chaque image, je vois le visage de Sarah pâlir un peu plus. Ces photos montrent Madame et Monsieur Thompson rencontrant un faussaire connu le 15 mars. Nous avons une vidéo complète de la transaction, y compris un paiement de 10 000 $ en espèces pour falsifier des signatures. Brad se lève, objection. La juge le coupe, asseyez-vous, maître Thompson. Je veux entendre cela. Jacques sort une clé USB, nous avons également des enregistrements audio où il planifie toute l'opération. Madame expliquant comment falsifier la signature de son mari. Monsieur Thompson expliquant comment dissimuler des actifs avant le divorce. Sarah tremble. Littéralement. Brad tire sur son col. Mais ce n'est pas fini. Jacques sort un autre dossier, nous avons également des preuves que Monsieur Thompson a déjà utilisé ce procédé. 3 affaires précédentes, même schéma, signature falsifiée, transfert de propriété avant divorce. Tout avec lui comme avocat. Stop. Stop juste là, c'est moi. Jusqu'à ce moment précis, Brad avait encore une option. Il aurait pu jeter Sarah sous le bus. Prétendre qu'il ne savait rien de la falsification. Jouer l'avocat innocent qui a fait confiance à sa cliente. Les avocats font ça. C'est moche, mais c'est possible. Sarah prend tout, Brad s'en sort abîmé, mais debout. Mais Jacques n'a pas seulement présenté des preuves concernant cette affaire. Il a présenté un schéma. 3 affaires précédentes. Même méthode. Même timing. Même résultat. Toutes les pistes menant au même avocat. On ne reproduit pas accidentellement la même fraude 3 fois. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un modèle économique. Et voici ce que je veux que vous remarquiez dans la réaction de Brad à cet instant précis. Il ne regarde pas Sarah. Il ne tente pas de la défendre, ni de la rassurer, ni même de croiser son regard. Il commence immédiatement à tirer sur son col. Ça, c'est un homme dont le cerveau fait soudainement des calculs très rapides, sur lui-même. Pas sur sa cliente. Sur lui-même. Parce que Brad vient de réaliser quelque chose de terrifiant. Ce n'est plus une audience de divorce. C'est un moment de reconnaissance de schéma. Et lui, il est le schéma. La vérité dérangeante que révèle ce moment précis, c'est que Brad s'est probablement assis dans cette salle d'audience en se sentant totalement intouchable. Il avait déjà fait ça. Plusieurs fois. Et ça avait toujours fonctionné. Alors pourquoi aujourd'hui serait différent? Aujourd'hui était différent parce que, pour la première fois, quelqu'un s'est présenté prêt à exposer non seulement ce qu'il a fait, mais ce qu'il est. C'est la différence entre perdre une affaire et tout perdre. Maintenant, revenons à l'auteur du post. La juge enlève ses lunettes, et franchement, si les regards pouvaient tuer, Brad serait déjà 6 pieds sous terre. Maître Thompson, dit-elle d'une voix glaciale, êtes-vous conscient que faciliter une fraude peut entraîner votre radiation du barreau? Brad commence à bafouiller quelque chose sur des accusations infondées, mais la juge le coupe. Et vous, madame? Êtes-vous consciente que falsifier des signatures sur des documents de propriété est un crime fédéral? Sarah se lève, pensant sans doute pouvoir s'en sortir avec son charme habituel. Votre honneur, il y a eu un malentendu. Jacques intervient. Oh, on arrive justement à la meilleure partie. Votre honneur, je vous invite à examiner la pièce C, le contrat prénuptial. Sarah se fige. Brad a l'air perdu. Visiblement, il n'a jamais vraiment lu ce contrat. Jacques lit, section 7, paragraphe 3, toute tentative de transfert frauduleux ou de dissimulation des biens matrimoniaux entraîne la perte immédiate de tout droit sur les biens communs et oblige la partie fautive à payer l'intégralité des frais juridiques. La juge lit en même temps, hoche la tête. Je vois. Et ce contrat a bien été signé en bonne et due forme. Oui, votre honneur. Ironiquement, c'est le père de madame qui a insisté pour sa mise en place. Et là, Sarah explose. Complètement. Elle se met à hurler, disant que je l'ai piégée, que ce n'est pas juste, qu'elle mérite l'appartement. Brad essaie de la faire taire, mais elle est lancée. Il m'a piégée, crie-t-elle, le mascara qui coule. Il savait que je voyais Brad. Il nous a fait suivre. La juge frappe avec son marteau, madame, contrôlez-vous ou vous serez sanctionnée pour outrage au tribunal. Mais Sarah continue. Elle se tourne vers moi en pointant du doigt, espèce de salaud. Tu avais tout planifié. Toi et ton avocat bodybuildé. Jacques sourit. Votre honneur, je tiens à noter que madame vient d'admettre l'adultère en audience publique, ce qui constitue une autre violation du contrat prénuptial. La juge en a assez. Ordre. Maître Thompson, compte tenu des preuves présentées et de votre implication apparente dans cette fraude, je transmets l'affaire au barreau. Vos actions sont non seulement répréhensibles, mais criminelles. Le transfert de propriété est annulé. Sarah s'effondre sur sa chaise, en larmes. Brad commence déjà à ranger ses affaires, probablement pour appeler son propre avocat. Mais la juge n'a pas fini. Elle retire ses lunettes et fixe Sarah, ce tribunal voit rarement une tentative de fraude aussi flagrante. Les preuves montrent non seulement une tromperie,
mais un plan calculé pour escroquer votre mari et ce tribunal. Sarah essaie de se ressaisir, les mains tremblantes, en essuyant son maquillage. Brad est presque à la porte. Maître Thompson, asseyez-vous. Nous n'avons pas terminé. Puis elle énumère les conséquences, le transfert de l'appartement est totalement annulé, comme s'il n'avait jamais existé. Sarah a violé le contrat prénuptial de 3 façons, fraude, adultère et dissimulation d'actifs. Elle doit payer tous les frais juridiques et Jacques n'est pas donné. L'affaire est transmise au procureur pour poursuite pénale. Mais ce n'est pas tout. Vous vous souvenez de la femme de Brad mentionnée plus tôt? Et bien devinez qui entre dans la salle d'audience à ce moment précis. Une femme absolument magnifique, en robe rouge, avec un regard meurtrier. Madame Thompson. Jacques s'était assuré qu'elle connaisse la date de l'audience. Brad devient livide. Sarah reste figée, le mascara coulant, regardant son plan parfait s'effondrer. Madame Thompson, appelons-la Rachel, s'approche de Brad, pose une enveloppe devant lui et dit assez fort pour que tout le monde entende, « Tu as été assigné, mon chéri. J'ai toutes les preuves. » La juge, visiblement amusée, observe la scène. Brad ouvre l'enveloppe avec des mains tremblantes et je vous jure qu'il gémit presque. Rachel n'a pas fini. Elle se tourne vers Sarah, « Au fait, le bracelet Cartier qu'il t'a offert? Il a été acheté avec notre carte de crédit commune. Je le veux. » Sarah enlève précipitamment le bracelet, celui que j'avais remarqué quelques semaines plus tôt, et le jette à Rachel comme s'il brûlait. Brad tente de parler, « Rachel, chérie, ce n'est pas ce que tu crois. » Elle le coupe, « Garde ça pour ton audience disciplinaire. Le barreau est très intéressé par le nombre de fois où tu as fait cette arnaque. » Il s'avère que l'avocat de Rachel, bien meilleur que Brad, a trouvé 7 autres affaires similaires. 7. La juge reprend, « Compte tenu de ces nouveaux éléments, j'ajoute les décisions suivantes. » Sarah est presque en état de choc. Brad semble prêt à fuir. Premièrement, monsieur obtient la pleine propriété de l'appartement. Madame perd tout droit sur les biens matrimoniaux en raison de ses multiples violations du contrat prénuptial. Sarah se remet à sangloter, mais la juge n'a pas fini. Deuxièmement, madame sera responsable de tous les frais juridiques et des coûts de justice. Troisièmement, j'émets une injonction lui interdisant de vendre ou de transférer le moindre actif tant que l'enquête pénale n'est pas terminée. Puis elle se tourne vers Brad. Maître Thompson, je vous signale aujourd'hui même au barreau. Compte tenu du schéma de comportement démontré ici, je m'attends à ce que votre licence soit suspendue pendant l'enquête. Brad s'affaisse sur sa chaise. Toute sa vie s'écroule en temps réel. 8 ans à faire tourner cette arnaque, et tout s'effondre parce qu'il a choisi la mauvaise femme à manipuler. Sarah tente une dernière fois. Elle se tourne vers moi avec ce regard suppliant qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose de cher. Mike, s'il te plaît, on peut arranger ça. Je peux revenir à la maison, on peut aller en thérapie. Je me mets à rire. Désolé, Sarah. Je ne fréquente pas les criminels. Et là, elle explose complètement. Une vraie crise. Elle hurle que j'ai ruiné sa vie, qu'elle m'a donné les meilleures années de la sienne, qu'elle aurait pu épouser un médecin ou un avocat. On dirait bien qu'elle a essayé pour le second. La juge frappe son marteau. Agent, veuillez escorter madame hors de la salle. 2 agents doivent pratiquement la traîner dehors. Elle continue de hurler, vous ne pouvez pas me faire ça. Cet appartement est à moi. Brad ne la regarde même pas. Il est trop occupé à voir sa femme Rachel discuter avec le représentant du barreau qui vient d'arriver. En la sortant, j'entends un agent murmurer, ces profiteuses deviennent de pire en pire chaque année. Mise à jour finale. Cela fait maintenant 6 mois depuis ce jour mémorable au tribunal. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé ce qu'il s'est passé ensuite. Alors voilà la suite complète. D'abord, Brad Thompson, l'avocat véreux. Vous vous souvenez que la juge l'a signalé au barreau? Eh bien, ce n'était pas la première fois. 3 autres plaintes avaient déjà été déposées contre lui, mais tout avait été étouffé. Pas cette fois. L'enquête du barreau a révélé 12 affaires où Brad avait aidé des femmes à transférer frauduleusement des biens avant un divorce. 12. Jacques en avait trouvé 3. L'avocat de Rachel en avait trouvé 7. Mais en réalité, ce type faisait ça depuis plus de 10 ans. Le mois dernier, ils lui ont retiré définitivement sa licence. Radiation à vie. Il ne pourra plus jamais exercer dans cet état. Et ce n'est pas tout. Rachel, sa femme, elle ne s'est pas contentée de divorcer. Elle l'a détruit. Brad cachait de l'argent sur des comptes offshore depuis des années. L'avocat de Rachel, un vrai monstre, a tout découvert. Elle a récupéré leur maison en banlieue. Sa collection de BMW. Tous leurs comptes communs. Même son abonnement à son club de golf. Et le meilleur? Le procureur a engagé des poursuites pénales contre lui pour son rôle dans toutes ces fraudes. Mon affaire a été la goutte d'eau. Il risque maintenant de la prison. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il vivait dans un studio et travaillait comme assistant juridique dans un petit cabinet. Comme quoi, la chute peut être brutale. Et maintenant, Sarah. Par où commencer? Vous vous souvenez qu'elle avait violé le contrat prénuptial de 3 façons? Résultat, elle n'a rien eu. 0. Mais ce n'était que le début. Le procureur n'a pas apprécié son petit montage de falsification. Elle a été inculpée pour fraude, plusieurs chefs. Falsification. Tentative de vol. Dépôt de faux documents.
Elle a essayé de jouer la victime au tribunal. Elle disait que Brad l'avait manipulée, qu'elle était émotionnellement vulnérable, qu'elle avait fait une erreur. Le juge n'a pas été convaincu. Elle a écopé de 18 mois de probation, 50 000 $ d'amende, 500 heures de travaux d'intérêt général, un casier judiciaire qui la suivra toute sa vie. Sa licence d'agent immobilier? Retirée. Évidemment, une condamnation pour fraude ne fait pas bon ménage avec ce métier. Son agence immobilière de luxe l'a licenciée dès le lendemain du verdict. Mais le karma n'en avait pas fini avec elle. Vous vous souvenez de son père? Celui qui avait imposé le contrat prénuptial? Une grosse pointure dans l'immobilier, qui l'aidait à obtenir les meilleurs biens. Quand il a appris ce qu'elle avait fait, il a coupé les ponts. Complètement. Apparemment, il était écœuré par son comportement. Il y a 2 semaines, j'étais à la salle, j'ai passé 185 kg au développé couché la semaine dernière, et devinez qui entre? La petite sœur de Sarah, Cathy. Elle m'a dit que Sarah vit maintenant chez leur mère et travaille comme réceptionniste dans un cabinet dentaire. Les vêtements de créateur et la Mercedes ont disparu depuis longtemps. Le meilleur dans tout ça? Elle a essayé de supplier son père de l'aider à payer les amendes pour fraude. Sa réponse? Tu as fait ton lit, maintenant assume. Et moi? La vie est plutôt belle. La valeur de l'appartement a augmenté de 25% depuis toute cette histoire. J'ai fait quelques rénovations, effacé toute trace de Sarah. Jacques m'a aidé à le refinancer légalement. J'ai même obtenu un meilleur taux que celui que Sarah essayait d'avoir. Le travail se passe super bien aussi. J'ai été promu superviseur principal de chantier. Je gère maintenant plusieurs projets. L'équipe adore entendre les mises à jour sur la chute de Sarah et Brad. C'est devenu une véritable légende sur nos chantiers. Mais la vraie victoire? Il y a 2 mois, j'ai changé de salle de sport, trop de messages privés de gars dans l'ancienne qui voulaient entendre l'histoire, et j'ai rencontré une fille, Jessica. Elle est kinésithérapeute, adore soulever de la fonte, elle squatte plus lourd que la plupart des mecs, et elle trouve le travail dans le bâtiment attirant. On sort ensemble depuis quelques semaines maintenant. Elle est tout ce que Sarah n'était pas, honnête, directe, elle respecte ce que je fais dans la vie. Et devinez quoi? Elle lit vraiment les documents qu'elle signe. L'autre jour, on est passé devant la maison de la mère de Sarah. On l'a vu porter des sacs de course, en jogging, l'air épuisé. Jessica ne savait pas qui c'était, mais moi, oui. Ça fait du bien. Vraiment du bien. La morale de l'histoire? N'essayez pas de trahir votre conjoint. Le karma, ça frappe fort. Les contrats prénuptiaux sont importants, et il faut toujours avoir un bon avocat à ses côtés. Ah, et soulever lourd. On ne sait jamais quand ça peut servir. Eddie, pour ceux qui demandent des nouvelles de Jacques, oui, c'est toujours mon avocat. Et oui, on s'entraîne toujours ensemble. Le gars est une machine, autant avec les dossiers juridiques qu'avec les deadlifts. Eddie 2, pour ceux qui demandent des conseils de musculation, régularité et bonne technique avant les go. Sauf si votre femme essaie de vous voler votre appartement, là, vous pouvez y aller à fond. Eddie final, Jessica vous passe le bonjour. Et oui, elle a lu toute cette histoire. Elle dit que j'écris mieux que je ne le pense. Une gardienne, non? Alors ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. Regardez, avec ce genre d'histoire, on se demande parfois si elles ne sont pas exagérées, pas vrai? Comme si la mémoire du gars était un peu trop parfaite, la scène du tribunal un peu trop cinématographique. Mais que chaque détail soit exactement fidèle ou non, le cœur de ce qui s'est passé ici est bien réel, et ça arrive bien plus souvent que les gens ne veulent l'admettre. Mais voici ce qui m'a vraiment marqué. Sarah n'était pas stupide. C'était une agente immobilière à succès. Elle comprenait les biens, les documents, la finance. Et Brad, c'était un avocat en exercice. Ce n'étaient pas des gens négligents. C'étaient des gens arrogants. Et ça, c'est un problème complètement différent. Parce que les gens négligents font des erreurs par accident. Les gens arrogants font des erreurs parce qu'ils croient sincèrement être intouchables. Brad faisait tourner la même arnaque depuis plus d'une décennie. 12 affaires. Et il est devenu négligent parce qu'il n'a jamais fait face à de vraies conséquences. Jusqu'au jour où ça a été le cas. La chose qui m'a le plus frappé? Le contrat prénuptial du père de Sarah. Le document que sa propre famille avait créé pour la protéger, est devenu exactement ce qui lui a tout fait perdre. Ce n'est pas juste du karma, c'est presque poétique, d'une manière vraiment cruelle. Et puis il y a Mike. Certains pourraient penser qu'il a juste eu de la chance. Mais non, au moment où il a entendu cette phrase, « Tu me fais confiance, n'est-ce pas ?» et que quelque chose a semblé étrange, il a prêté attention. Il n'a pas réagi émotionnellement, il n'a confronté personne avant d'être prêt, il a simplement rassemblé discrètement ses preuves et attendu. Ce n'est pas de la chance. C'est de la discipline. Maintenant, les leçons, parce qu'il y en a vraiment à tirer. Premièrement, lisez ce que vous signez. Toujours. Chaque page. Deuxièmement, quand quelqu'un que vous connaissez très bien devient soudainement anormalement gentil, faites attention à ce qu'il vous demande dans la même conversation. Troisièmement, l'arrogance est réellement l'une des choses les plus dangereuses qu'une personne puisse avoir, parce qu'elle vous fait croire que votre plan est infaillible alors qu'il ne l'est jamais. Et quatrièmement, trouvez-vous un avocat qui fait aussi du soulevé de terre. Apparemment, cette combinaison est imbattable.
Alors, les amis, qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire. Et merci de m'avoir rejoint sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine.